Et en fait, on est dans une époque où les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est des contenus autour de l'art. Les LSD, comme je les faisais à 27 ans, tu vois, dans 2-3 ans, ça peut être possible. Je t'avoue, Didi, par exemple, ça me fatigue un peu maintenant. Chris, créateur du média Iconic et depuis peu host du podcast Sikeo, nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pour parler de son parcours, de ses inspirations et des difficultés qu'il a rencontrées étant plus jeune. Trouver un job, c'est chaud. Trouver une école post-bac, c'est chaud. En fait, si juste on se contente d'y aller tel quel comme on est là, rien va se passer pour nous. Parce que moi, bosser là-bas, ça m'a vraiment donné la dalle de retourner à l'école et de faire mon truc. Et la personne qui m'a vraiment influencé, j'en ai déjà parlé dans d'autres interviews, à faire des vidéos sur YouTube, c'est pas un YouTuber rap. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Hey Chris. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as le média Iconic, évidemment. Et là, ça fait pas longtemps que tu as lancé Sikeo avec Balou. Donc, tu fais des interviews, des artistes un petit peu. Tout ça, ça se passe bien. J'interviewe des artistes, ouais, ici et là, un petit peu. On fait ce qu'on peut, Non, mais c'est très cool. Franchement, je suis très contente que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Ok. Parce que je pense que ça peut inspirer des gens. En tout cas, moi, en tant que jeune qui veut se lancer et tout, tu m'inspires. Donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse parler aujourd'hui. Ok. Bah écoute, moi, ça me fait très plaisir de te recevoir. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur justement où est-ce que tu es né et plus où est-ce que tu as grandi, tu vois, genre collège, lycée et tout. Ok, alors je suis né à Kinshasa, moi. Ok. Je suis né à Kinshasa, mais je ne suis pas resté très longtemps. Au bout de 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça, je suis venu en France. Et ensuite, j'ai grandi un petit peu. Alors, mes parents ont pas mal déménagé. J'ai passé une partie de mon enfance à Paris, dans le 18e, je crois, vers Jean Jaurès. Je ne sais pas si c'est le 18 ou le 19. Et ensuite, j'ai grandi la majorité de mon enfance dans le 77. D'abord à Montreux, Follione. Montreux, c'est très loin. Et ensuite, j'ai grandi réellement à Melun, plus Melun Nord. Et ensuite, lorsque mes parents ont eu la chance d'acheter une maison, on est allé s'installer juste à côté de Melun, dans une ville qui s'appelle Vaux-le-Pénil. Donc, c'est juste à côté de Melun. Et globalement, j'ai eu une enfance heureuse, tu vois. J'ai eu mes 2 parents et tout, c'était cool. J'ai eu la chance de pouvoir grandir dans un milieu qui... classique comme n'importe quel jeune de banlieue, tu vois, ça va être une partie cité où j'ai surtout grandi dans la cité, on va dire. Vraiment, les gens avec qui j'ai fréquenté, même mes amis proches, sont des gens qui viennent plutôt d'un milieu cité, tu vois. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ont pu nous permettre d'avoir une maison et de grandir dans un cadre plus pavillonnaire, plus calme, tu vois. Après, mon lycée, en gros, mon lycée, c'était Léonard de Vinci, Branly. Donc Léonard de Vinci, Branly, c'est à côté d'une cité, tu vois. Donc l'ambiance dans laquelle j'ai grandi, c'était un peu ça. Donc en fait, très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir avoir toutes sortes de gens autour de moi et de pouvoir m'adapter aussi, tu vois. C'est-à-dire que mon collège, lui, effectivement, c'était à Melun Nord, Capucin, un collège très, 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 très agité. J'ai fait le lycée juste à côté, qui était très agité aussi. Mais où j'ai vécu ensuite, à partir de mes 15 ans, c'était plutôt dans un quartier calme. Tu vois, voilà. Mais toi, justement, au niveau... Parce que du coup, tu dis que tes établissements étaient un petit peu agités. Ouais. Mais toi, parmi ça, t'étais quel genre d'élève? T'étais le calme ou t'étais... Moi, j'ai toujours été un gars calme. En fait, j'ai toujours été un gars un peu vu comme quelqu'un de sage. Plus nerveux, même si ça peut paraître bizarre. Mais quand j'étais au collège, j'étais très nerveux. Mais c'est aussi lié au cadre dans lequel j'ai grandi, et puis aussi t'es plus jeune, tu gères moins tes émotions, tu vois. Au lycée, j'étais déjà devenu très calme et très posé, j'étais quelqu'un de très passionné déjà. Tu vois, à l'âge de 12 ans, j'avais l'un de mes meilleurs potes qui est encore un très très bon pote à moi aujourd'hui. Il a un grand frère à l'époque qui avait lancé une marque de vêtements qui s'appelait Carla Gianni, et déjà à l'époque, j'étais un créatif et je designais déjà à l'époque. Donc j'avais 12-13 ans et je dessinais beaucoup de vêtements. J'ai toujours été quelqu'un de très créatif. Je faisais des dessins, je dessinais des mangas, etc. Et j'étais allé dans le design de SAP à cette époque-là parce que j'étais influencé par à cette époque-là les créateurs qui marchaient bien en cité. Mohamed Dia, Ernest. Aux États-Unis, tu avais Fubu, tu avais ces gens-là. Et en fait, je cherchais toujours... très tôt, j'ai cherché ma voie, où est-ce que je pouvais évoluer dans ce monde-là parce que ça me faisait déjà rêver. Et quand j'ai eu
le pote le grand frère de mon pote qui est venu avec cette opportunité-là, je me suis déjà dit à 12-13 ans que je pouvais faire partie de ça. Et du coup, j'avais fait des designs et tout, tu vois. Et il y a un design qui avait été retenu, tu vois, parce qu'on n'avait pas énormément. On avait eu un t-shirt avec l'inspi de ce que j'avais produit. Et j'étais trop content, tu vois. Mais c'est incroyable. Et du coup, ça veut dire, déjà à cette époque, tu étais déjà inspiré par le monde du hip-hop plus généralement, plus que rap et tout. Ouais. Et tu te disais déjà, je veux évoluer dedans. Bah en fait, ça me paraissait tellement lointain que l'opportunité de pouvoir designer des sapes m'a permis de rêver en quelque sorte, tu vois. En fait, à l'époque, ce qui me faisait rêver, comme je le disais, tu vois, c'est tous ces designers, toutes ces marques de vêtements, parce que j'étais déjà passionné par les sapes, parce que j'avais compris le pouvoir des vêtements, c'est comment tu pouvais être perçu par les gens autour de toi, tu vois. Quand tu grandis dans un cadre de cité, tu avais le style de la cahier, ce qu'on appelle la cahier aujourd'hui, tu vois, mais à l'époque, ça n'existait pas ce terme, c'était juste... C'était Kaira, en fait. On disait Kaira, en vrai, tu vois. Et tu avais ce style-là, et tu avais le style Quinry, et moi, je me retrouvais grave dans ça, tu vois. Et, parce que ça me faisait voyager, ça me faisait kiffer, tout simplement. Et surtout, je commençais vraiment à apprécier les rappeurs de là-bas, et donc... T'as 11 ans, tu vois, c'est tout bête. Tu vois ces mecs-là, ils sont trop stylés, t'as envie de leur ressembler. Donc forcément, tu vas adopter leur style vestimentaire et surtout, tu vois que les filles les aiment bien. Tu vois, on est des garçons, tu vois ce que je veux dire. Donc tu regardes ces trucs-là, c'est des choses à pas ignorer, tu vois. Donc en termes de style, c'était pour ça. Et surtout, je commençais à réaliser dans quel cadre j'étais en train de grandir, c'est-à-dire... J'avais conscience qu'autour de moi, les gens n'avaient pas énormément d'argent. Tu vois, je me voyais pas comme étant pauvre parce que j'ai toujours eu la chance de ne pas être à ce niveau-là. Mais même autour de moi, les gens qui étaient pauvres, je ne les voyais pas pauvres. C'est vraiment en grandissant, en étant maintenant adulte, je me rends compte que ah ouais, mais en fait, j'ai grandi autour de gens qui étaient réellement pauvres autour de moi, tu vois. Je le voyais pas comme ça, mais je voyais avec les clips, avec les images, avec tout ce qui était diffusé, les magazines, qu'il y avait quelque chose vers quoi on pouvait tendre. Et les gens qui m'ont fait rêver au départ, c'était surtout des Américains, et en particulier tous les designers que je t'ai cités, mais aussi Jay-Z. Jay-Z, Rockefeller, etc., ce qu'ils avaient réussi à faire. C'est probablement le premier label qui a fait rêver beaucoup de gens en mode on voulait avoir ce label, tu vois. On se dit, ah, c'est trop bien, mais en fait, j'ai jamais vraiment voulu être rappeur parce que si je devais être rappeur, c'est rappeur français. Et à l'époque, j'écoutais du rap français, mais je me rêvais pas être comme les rappeurs français. Donc du coup, je cherchais ma place et je me disais, ah, mais moi, en fait, j'ai envie de faire un label et tout, nanana, et avoir une marque de sap et tout. Mais tu sais, t'es un petit peu, tu sais, t'es petit, c'est un peu... Ouais, tu t'imagines tout, tu vois, toi en mode, ouais, je vais sortir ce truc et tout. Voilà. Tu réfléchis pas à toutes les étapes qu'il y a à traverser pour arriver jusqu'à là-bas. Exactement. Et puis, c'est la réflexion d'un gamin de 11-12 ans. Tu dis, ouais, je vais aller au State. J'irai au State à mes 18 ans et je vais faire ça. Et donc, tu commences par cette marque et cette opportunité que tu avais, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. On va dire, ça a été le premier pas pour moi dans le monde créatif où vraiment, ça a été un statut presque qui m'a été donné parce qu'autour de moi, c'était « Ah, toi, tu travailles avec la marque à la Jenny, ça devient quoi ?» Et puis, ça devenait un peu populaire. Ça veut dire dans ta ville, dans ton quartier et tout, c'était vraiment en mode « Ah, le petit qui fait des sapes et tout. » Ouais, avec le grand, tu vois. Il y avait le grand qui était là et moi, j'étais le petit qui était avec lui, j'étais dans le projet. Après, les gens disaient, bon, t'as un petit, il va te donner un grec et c'est tout, tu vois. Peut-être que c'est vrai d'ailleurs. Mais j'étais tout le temps avec lui, on avait une petite équipe, on faisait déjà des réunions comme on fait ici. Donc, en fait, inconsciemment, ça m'a conditionné à faire ce que je fais maintenant. Ouais, genre ça t'a mis un peu un pied dans l'industrie en mode commencer à travailler et même commencer à voir genre les résultats de ton taf en mode voilà, c'est ça. Le voir, quoi. Tu vois, exactement. Alors, je sais pas si on peut dire que j'étais dans l'industrie parce qu'on était vraiment à part. En plus, à Melun, c'est loin et tout ça. Mais il y avait déjà une petite popularité. Il y avait un magazine local, je me rappelle, qui avait fait un petit article sur nous. Est-ce que tes parents et tout, ils regardaient ça? Bien sûr, ils regardaient ça, ils se disaient ouais... par contre, fais attention, nanana, tu traînes avec des grands. Moi, j'ai toujours voulu traîner avec des grands, en fait. Moi, j'ai toujours ce truc-là à l'époque, d'aller... et j'étais peut-être le petit relou, même. Tu sais, j'allais beaucoup voir les grands, je restais avec eux, tu vois. Mais je suis un petit... Tu sais, en vrai, je suis un petit intello, un peu geek, tu vois. Mais je traînais avec les grands, tu vois. Des fois, c'était les grands du quartier. J'avais l'un de mes grands... c'était un mec de Grigny, tu vois. Il était un peu speed, il était dans les affaires et tout. À chaque fois, il venait dans la chambre, il me voyait, j'étais là et tout. Il me disait, bon, viens avec moi. Il prenait la gova, il allait... Tu sais, il faisait ses trucs, tu vois. Mais j'étais là, tu vois, je voulais comprendre comment ils étaient parce que j'avais besoin de modèles, tu vois. Et en même temps, je sentais que les gars que je fréquentais comme ça, ils avaient une forme d'aura
qui plaisaient aux gens et je voulais un peu m'en inspirer, tu vois. Donc en vrai, ouais, c'est tout simplement des modèles. Et en même temps, moi, de mon côté, je voulais atteindre un certain objectif, je voulais faire des trucs, j'avais des trucs en tête et tout, tu vois. Mais malgré tout, je pense pas que j'étais compris parce que j'étais un petit. Ouais. Je restais un petit. Donc c'est vraiment après cette époque-là, parce qu'il y a eu, après lui, de son côté, le grand, il a eu quelques soucis aussi, il a mis tout le projet de côté. Mais les petites idées qui distillaient dans mon cerveau m'a donné envie de lancer ces projets plus tard. Ouais. Il avait aussi eu un projet à l'époque d'émission. Et Tu vois, toi, t'étais ouais, un peu dedans, ouais, il me dit, ouais, je vais aller proposer le projet à Trace et tout à l'époque. Et moi, ça me faisait rêver. Alors, ce projet, par contre, il n'a pas du tout avancé. Ouais. Tu vois, on n'est pas allé très loin avec ça. Mais je me disais quand même, ouais, on va quand même proposer un projet. Ça me faisait rêver. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon développement, tu vois. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, en vrai, sans t'en rendre compte, mais même là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que toutes les idées que tu avais à cette époque, tu les as un peu réalisées petit à petit, Ouais. tu vois. En vrai, ça a un peu fait la personne que tu es aujourd'hui, les gens avec qui tu traînes. Et en vrai, on dit beaucoup ça, c'est beaucoup l'entourage Ouais. qui influence qui on est. Oh, ouais, non, qui de on est ouf. ensuite, tu De vois. ouf, t'as totalement raison. Je pense sincèrement que, en fait, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Virgil Abloh ou peut-être, je crois que c'est Jacques Brel qui le disait dans une interview. C'est dans ton enfance, tu vois tous tes rêves. Tu rêves de tout ce que tu as envie de faire. Et à partir de ta vie d'adulte, tu essaies de les réaliser. C'est ça, ouais, parce que je me rappelle, tu avais dit ça dans une interview. Au début, j'avais pas capté. Je me disais, comment ça, mais c'est vraiment dans le sens où tu t'imagines tellement de trucs quand t'es petit. Ouais. Et genre, tu te dis, ah, ça peut être cool, ça peut être cool, ça Ouais. peut être cool. Même des fois, tu les oublies, Ouais. genre, t'arrêtes de faire ça et tout. Et ensuite, quand tu grandis, tu te dis, genre, sans même t'en rendre compte, tu vas vers ces C'est chemins-là. exactement en fait, ça, tu vois. Ok, je Et vois. l'idée, c'était d'être toujours aligné avec l'enfant en moi, tu vois. Mm. C'est-à-dire que je voulais toujours que le gamin de 12 ans, quand il regarde le Chris de 30 ans, il se dise « Waouh, il a fait tout ça. Ah, ça, c'est trop stylé. Ouais, moi, je Tu veux dire, vois. ça, c'est une dinguerie. Genre, toi, tu te dis, imagine, il te croise, genre, tu le croises dans la Mais rue. il serait Et tu sais, il te dit, intimidé. mais ouais, c'est qui? Moi, la version de Chris de 12 ans serait intimidé par la version de Chris de 30. Ah ouais, tu fais tout ça et tout, c'est trop bien, t'as été au BET Awards. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, les BET Pop Awards, on avait des CD qu'on regardait parce qu'un gars nous l'avait passé, etc. Et on voyait les performances de Lil Wayne, tu vois, de T.I. J'ai des vrais souvenirs où on se dit, avec mes potes qui sont encore mes potes aujourd'hui, vas-y, là, j'ai chopé les BET Awards 2005, 2006, 2007. Vas-y, venez, on les regarde ensemble. Oh mon Dieu, ça devait être Tu vois. incroyable. Genre vraiment, quand j'y suis allée, c'était un rêve qui devenait réalité. C'est une dinguerie. C'était une... Non mais vraiment, les gens se rendent pas compte quand on a été là-bas. Et en plus, c'était exactement comme dans les vidéos. Et tu avais encore des célébrités de ce qu'on qu'on regardait à l'époque qui étaient. C'est-à-dire que je les reconnaissais. Des stars de l'époque qui étaient encore là. Tu voyais un tel, Chingy, Nelly... je sais pas, moi, tu les voyais, ils étaient là. Lil Wayne, excusez-nous, Lil Wayne va arriver, va falloir que vous laissiez l'espace libre parce que il aime pas quand il y a beaucoup de monde. Tu sais, c'était là-bas, c'est un peu leur Michael Jackson dans le monde du rap, tu vois. Et je voyais tout ça en live et tout, je me disais, putain, mais c'est réel, je suis là, tu vois. Et ça, c'est vraiment, par contre, le truc pour lequel je suis fier. C'est-à-dire que le gamin de 12 ans, il me regarde aujourd'hui, il se dit, waouh, c'est une dinguerie. T'as vu tout le monde, t'as parlé à tout le monde. Et même d'ailleurs, Sindanou, le gars qui est avec nous dans l'épisode là, quand on était petit, en vrai, c'est lui qui écrivait dans pas mal de magazines rap. Okay. Et nous, à l'époque, bah, tu vois, on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y a pas des médias rap, mais j'achetais du coup des magazines. Ouais. Et j'avais Rap Mag, j'avais RER un peu moins, mais j'avais Rap Mag, j'avais The Source, j'avais Rap US, ça c'est des magazines de l'époque. Et puis en site internet, tu avais Rap 2K, vraiment The Source et Rap Mag, c'était là, et on lisait ces articles là, ce gars-là. Tu vois. Et lui, à l'époque, il allait aux US, dans chaque ville. En fait, on l'envoyait, tu vois, par exemple en Nouvelle-Orléans, on lui disait, bon, va rencontrer les artistes, va rencontrer les producteurs, tu reviens avec 50% du magazine. Donc, il a des expériences de fou, tu vois, là-bas. Voilà. Et nous, en fait, quand on lisait les articles Rap US, en fait, on lisait ces articles. Et aujourd'hui, on bosse ensemble. Et c'est lui qui m'envoie aux US, à l'époque, pour BET, tu vois. Mais c'est incroyable. Mais surtout, moi, ça, c'est genre, je suis en mode, comment est-ce que, justement, l'adolescent, enfin, genre André, t'avais 13 ans, donc genre pré-ado, tu vois, qui est là, il rêve de tout ça. Et il y a eu quoi entre justement cet adolescent et le Chris d'aujourd'hui, tu vois, genre, ça a été quoi, un peu, genre, tu t'es dit, quand t'as voulu faire tes études, etc., t'étais dans quel mental un peu? Est-ce que t'étais déjà en mode, ok, vas-y, je veux faire un média, ça, je veux faire ça et tout, ou alors est-ce que vraiment tu te disais, vas-y, je vais juste faire des études comme ça, je vais voir... Ouais, non, pas du tout. En fait, quand je suis rentré au lycée, surtout dans les dernières années,
j'étais dans un truc où maintenant, il faut que je sois un adulte, le monde du rap, il faut le mettre un peu de côté, il faut essayer de voir, tu vois, faire des études sérieuses et tout. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, j'ai un peu galéré dans mes choix, tu sais, parce qu'à l'époque, nous, on avait admission passe-bac. Aujourd'hui, je sais pas comment ça s'appelle, je sais que tu vas bientôt vivre ça, toi. C'est quoi? C'est genre, est-ce que tu Tu vois, c'est la match? sélection des vœux Oui, pour les études oui. supérieures. Nous, c'est Parcoursup. Parcoursup. Mais nous, c'est du hasard. Nous, c'est au Ah, hasard. mais tu sais quoi? Votre système à vous, il a été amélioré. Parce que nous, à notre époque, si tu es accepté quelque part, tous les autres vœux, tu peux pas les voir. Comme ça que je m'étais fait avoir. Mais comment ça? C'est-à-dire... Mais attends, mais c'est une dinguerie, ça. ouais, c'est-à-dire que moi, en plus, j'avais mal fait l'ordre. Tu savais, ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, si par exemple, tu veux... En fait, tu hésites par exemple entre l'IUT de Lieu-Saint-Moissy et l'IUT de Évry, je dis n'importe quoi. Ouais. Mais vas-y, tu te mets quand même l'IUT de Lieu-Saint-Moissy. À partir d'une certaine date, tu pouvais plus bouger tes vœux. Ouais. Et peut-être qu'après, tu as changé d'avis, donc tu peux plus changer tes vœux. Et ensuite, si tu as été accepté à Lieu-Saint-Moissy, on va même pas te donner la possibilité de voir si tu as été pris ou pas au vœu d'en dessous. Mais C'était relou de ouf. Et il y avait d'autres trucs relous maintenant, ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans, donc du coup, je me rappelle plus. Mais ça, c'était un truc qui m'avait niqué. L'énervement est toujours Ça présent. m'avait saoulé parce que j'avais mal mis mes vœux et j'avais été accepté dans une fac, en fac d'éco, parce que j'aimais bien l'éco. Mais du coup, j'avais pas été accepté dans mon premier vœu où j'étais en liste d'attente. Du coup, ils te montrent que t'es en liste d'attente et t'es accepté dans l'autre vœu. Bon, c'était relou de fou. Et je me rappelle m'être dit, putain, quand même, en dernière année, j'avais quand même bossé pour avoir mon bac, pour être, tu vois, pour être bon et tout. Et finalement, je suis quand même un peu en galère, c'est relou. Ouais. Et c'était une période de remise en question beaucoup pour moi. Et aussi, je m'étais dit dans cette période-là, mais en fait, les gens que je kiffe là, quand ils ont commencé leur carrière dans leur domaine à mon âge, genre 19 ans par là, tu vois, c'est là où ils ont commencé à se lancer dans leur truc pour percer, tu vois. Ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais en fait, en vrai de vrai, si je veux me lancer dans quelque chose, c'est maintenant, tu vois. Ouais. C'est à partir de 19 ans, il faut que je tente quelque chose, tu vois. Et je savais pas trop quoi tenter. Et j'étais pas aussi sûr de moi, mais je savais que j'avais une haute estime de moi-même, tu vois. Je me disais, ouais, non, mais il faut que je fasse des trucs et tout ça. Et j'avais pas de compétences de ouf. J'étais un élève correct, tu vois. J'avais fait des trucs bien, mais j'avais pas... Je sais que je présentais bien déjà, tu vois. Je savais parler, etc. Je savais m'exprimer correctement. Et en fait... du coup, avec des potes, au début, on s'était dit qu'on allait organiser des soirées. C'était un peu la mode à l'époque. Mais même... Non, mais ça me fait rire parce que encore aujourd'hui... non, parce que Mathieu qui est là, moi, ça me fait rire parce que lui aussi, il faisait des soirées il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, ouais. Avec ses potes pour gagner des sous. Donc, je crois que c'est toujours retour à la mode, en fait. C'est toujours... Ah, ok, d'accord. Donc, tu vois, c'est intéressant, hein, c'est ouf. Hein. Je pense que ça a vraiment pas changé. Tu veux faire des sous, tu commences à faire un truc, t'es jeune, ouais, soirée. Mais tu sais quoi, ce qui est drôle, c'est que au moins Mathieu l'a fait, tu vois. Parce que nous, en fait, moi j'étais allé travailler et c'est une étape super importante pour moi. C'est que j'ai travaillé dans un entrepôt et qui s'appelait Norbert d'Entresangles et je soulevais des cartons toute la journée. Enfin, toute la matinée. Je commençais à 5h et je finissais à midi. À 19 ans, 19-20 ans. Mais ça, c'était quand? Parce que du coup, tu étais à la fac et en même temps, tu faisais... Ah oui, c'est bien noté. En fait, j'ai été pris en BTS NRC. Dans mon enfin, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais un BTS négociation relation client, ça s'appelait. Je crois qu'il y a une nouvelle appellation. J'ai commencé là-bas, ça se passait très bien, mais j'ai craqué au milieu de l'année parce que c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller en DUT-TC. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai craqué, il faut que j'aille bosser l'été pour prendre des sous. Et refaire APB, donc Parcoursup aujourd'hui, pour avoir de meilleurs vœux et faire de meilleures écoles. Ok, tu vois. Du coup, tu as arrêté au milieu d'année. Ouais. Et pendant le reste de l'année, j'ai chillé un peu et ensuite je suis allé travailler pendant 2 mois. Tu t'es quand même mis une petite pause, histoire de dormir. Ouais, j'avais bien mérité, attends, t'es sérieux? Donc je veux des sous, mais sommeil, un peu. On dort un peu quand même. On souffre depuis, on court après les bagues, des trucs. Non, on va se poser un peu, tu vois. Se poser, commencer à regarder et tout, tu vois. Mais justement, du coup, j'ai commencé à chercher aussi dans cette période. En vrai, j'ai commencé à chercher assez tôt pour me dire, ok, bon bah, je vais quand même essayer de trouver un taf avant. Je me rappelle, j'avais cherché dans les Zara à l'époque, H&M et tout, personne ne me prenait. Et ensuite, j'ai commencé à chercher... j'ai fait comme tous les mecs de ma cité, en fait. Je suis allé à l'intérim. Ouais. Et tout le monde allait à l'intérim dans ma cité, donc je suis allé aussi. Et du coup, là-bas, ils prenaient, ils aimaient bien les... T'étais costaud, toi, parce qu'à l'époque, j'étais un mec grave musclé et tout, tu vois. Genre, j'étais un mec qui allait à la salle, j'avais des gars à moi, on allait tous ensemble et tout. J'étais un mec un peu... Toi, c'est bien, toi, on aime bien les mecs comme toi. On va te faire travailler toute la journée. Mais je te dis, ils m'ont mis dans le service le plus chaud, qui s'appelait l'expédition. Et je soulevais des cartons à partir de 5h du matin, donc ce qui veut dire que je me levais à 4h.
Je me préparais. 5 heures, c'était pas très loin. Mon daron m'emmenait à l'époque. C'est gentil de sa part. Ouais, vraiment, c'est un bon. Parce Ouais, que je c'est te un jure, bon à move, 5 heures du matin. Mais il était content qu'on prenne des sous et qu'on ça nous responsabilise, mais c'est quand même hardcore. Mon père a fait beaucoup. Il me déposait avec mon ref et tous mes potes, on y allait parce que personne n'avait trouvé de taf. Les McDo, personne ne voulait de nous. C'est vraiment, on se sentait qu'on était rejetés. Hein. Ouais. On se sentait, on se disait putain, mais déjà on est loin. On commençait à se sentir aussi qu'on était loin. Ouais. Genre Melun, c'est loin de Paris, c'est loin de. Même la mentale, elle était loin. Tu vois, tu sentais que nous, on était des gens un peu à part, voilà. Et en vrai, quand on est arrivé là-bas, on a commencé à bosser. Et pendant qu'on bossait, bah, c'était difficile. Moi, on m'avait mis dans le service le plus chaud. Mes potes, ils étaient dans un service plus tranquille. Ouais. Et on mettait des cartes sur des palettes et on filmait. Et j'avais la chance d'avoir des écouteurs. Du coup, j'écoutais de la musique en scred. Je me rappelle, je me refaisais Temps mort de Booba. Genre, donne-moi mon cash, gros, de speed, donne-moi mon cash. T'étais dans une mentale. Ouais, j'étais dans une mentale spéciale. J'écoutais Nesbill aussi. À chaque jour suffit sa peine. Genre, personne dans ton audience connaît ça, je crois. Attends, mais ça me dit grave un truc. C'est un son comme ça, peut-être quand t'étais petite. Mais ça me dit t'entendais grave, cette phrase-là, elle me dit grave un truc. Ouais, c'est une phrase qui est connue, mais il en a fait un refrain. Mais je crois même pas, je crois que c'est lui qui l'a dépopularisé cette phrase. À chaque jour suffit sa peine. Et en fait, ça collait vraiment à la souffrance que je vivais. Et j'écoutais cette musique et ça m'avait fait réaliser à quel point en fait c'était chaud. Parce qu'en fait, tu te disais, mais en fait, trouver un job c'est chaud. Trouver une alternance, c'est chaud. Trouver une école post-bac, c'est chaud. En fait, tout est chaud. En fait, si juste on se contente d'y aller tel quel comme on est là, rien va se passer pour nous. Ouais. Genre, rien va se passer en fait, tu vois. C'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Je sais pas comment mes potes l'ont vécu ça, tu vois. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Je me dis, mais en fait, personne veut de nous, rien va se passer. Donc en fait, il faut que je prenne des sous, que j'organise des soirées et que j'essaie de monter sur Paname. Ouais, en fait, c'est à Paname que les choses vont se passer, tu vois. Ouais, ça t'a donné la déterre parce que c'est vrai. Ça, c'est une réflexion que je me fais souvent parce que j'ai l'impression tu vas demander à n'importe qui. Enfin, la plupart du temps, je suis sûre on peut trouver des exceptions, mais la plupart du temps, tu demandes à n'importe qui, il va te dire c'est grave sur mon taf c'est chaud, mon taf c'est nanana et tout. Et du coup, genre, je pense se rendre compte qu'en fait, dans tous les cas, tu vas galérer en vrai. Donc, autant faire un truc que, tu vois, qui te fait kiffer. Ouais, de ouf. Ou même lancer un truc de toi-même, parce que du coup, quand tu te rends compte qu'il y a personne qui va te donner de la force, tu te dis, en fait, c'est peut-être moi, faut que je fasse des trucs. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et très souvent, ceux qui se donnent de la force à eux-mêmes sont les meilleurs pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas du coup te bagarrer solo, trouver des solutions. Et le produit que tu vas proposer à la fin va être meilleur parce que pour te faire remarquer, tu as intérêt à vraiment être bon, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai jamais organisé de soirée parce qu'en fait, j'avais jamais gagné autant d'argent que 1 200 € à l'époque. Du coup, dès que j'ai eu des sous, je suis allé me faire plaisir, j'ai claqué ça, mais malement. Dans des sapes? Dans des sapes. Je suis allé acheter des True Religion, c'est des marques. C'est quoi? C'est quoi? J'ai acheté des True Religion, c'est des marques qui étaient. En fait, Lil Wayne et Jim Jones à l'époque portaient ces jeans-là. Ces jeans qui coûtaient jusqu'à 500 balles. T'as acheté ça? J'ai acheté 2 jeans comme ça, mais ils étaient en promo. J'ai eu à 200. Tu m'as dit ça, en fait, ça allait arranger 500. La promo, c'est quoi? C'est 300? C'est quoi? Non, c'était 200. Il y a 200, 250 et un autre 200 €. C'est une et du coup, sur 2 mois, j'ai eu 2400 €. J'ai acheté 2 jeans comme ça. Bah, après, j'ai acheté d'autres sapes et tout, mais j'avais besoin d'être frais. J'avais besoin de. Oui. J'ai besoin que dans mon cœur, je sois, tu vois. Il fallait te consoler parce que t'avais travaillé dur. J'ai travaillé dur, la vie était dure. Ouais, là t'avais besoin J'étais obligé. J'aime bien comment tu justifies. Je me justifier, là, il fallait seulement. Dès lancer des business, j'ai même pas profité dans la vie. Ah! Non, c'est compliqué. Non, si, j'avoue. Fallait quand même que je profite. Fallait présenter bien un peu. Aussi, fallait présenter bien. J'avais bien. commencé ma rentrée parce que du coup, j'ai été pris en DUT à Saint-Denis depuis. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je commence à rentrer frais, tout ça. Donc, du coup, j'avais acheté ces sapes-là. Mais c'était une mauvaise idée, hein. Enfin, j'en rigole et tout. Hein. En vrai, j'aurais dû garder l'argent, mieux gérer et tout. Mais... Non, mais au calme. Mais je pense que tu vois, il faut passer par là. À un moment donné, enfin, pour certaines personnes, quand tu n'as jamais touché beaucoup d'argent, tu as envie de te faire plaisir comme ça. Comme ça, après, une fois que tu as fait ça, quand tu vas à nouveau avoir cet argent, tu vas mieux le gérer. Et du coup... j'ai un peu dépensé d'argent. Après, j'ai retravaillé chez Monoprix un petit peu pour recoffrer un peu. Mais parce que du coup, là, On est en 2010, hein, ouais. T'es en 2010, t'as quel âge? T'as 20 ans. T'as 20 ans. Ouais.
Donc, tu as travaillé 2 mois, ensuite tu commences ton DUT. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu travailles à Monoprix sur le côté, genre Non, en fait, j'ai travaillé genre 2 semaines dans cette période, après les 2 mois de taf chez Norbert d'Entressangle, qui a été très formateur pour moi parce que ça m'a pris le travail dur, enfin le travail intensif, voilà. Et ça m'a montré aussi une réalité, c'est que les gens avec qui je bossais, ça on n'en a pas parlé, mais c'est des gens en fait, c'est les gens d'en bas, tu vois, ça va être des immigrés, des tontons congolais, tu vois, tu les vois peut-être dans des bars en train de boire leur bière, en train de rigoler, mais en fait, leur boulot est très difficile, ils doivent se réveiller à 3h du matin, 4h du matin, t'en as même, il venait de Saint-Denis, s'il te plaît, il venait jusque dans 7-7, je sais pas pourquoi il faisait ça lui, mais il y avait vraiment des gens qui souffraient, tu vois, enfin, tu sens que c'était dur ce qu'ils faisaient. Et moi, quand je l'ai vu, tu vois, avec des personnes, ils t'expliquent que ça fait 7 ans qu'ils sont là. Moi, ça fait 2 mois, j'ai l'impression que ça fait une éternité. J'ai perdu 5-6 kilos depuis que je suis là, à force. Vraiment Au début, c'est dur, hein, quand tu commences la première journée, tu mets tes cartons, tu filmes les palettes et tout. Au début, c'est dur, donc tu es essoufflé, tu t'arrêtes et tout. Et au bout d'un mois, tu le fais tous les jours, ça devient facile. Et tu vois que tu as maigri, tu as séché. Et tu te dis, ah ouais, non, mais Et ça, c'est toute la life, en fait. C'est comme ça, enfin, toute la life. Peut-être pendant 10 ans, 15 ans. Et je me rappelle, je parlais avec... il y avait je crois que c'était un Turc avec qui je bossais, qui venait juste d'arriver, qui parlait pas très bien français, mais qui bossait là. Et je lui disais, ouais, mais gros, t'aspires pas à faire autre chose et tout. Parce que moi, bosser là-bas, ça m'a vraiment donné la dalle de retourner à l'école et de faire mon truc. Ouais, vraiment. De te dire, mais là, donc, ok, ça c'est ça le goût de si je vais pas à l'école, si je lance pas mon truc. Ça va avoir ce goût-là. Et du coup, là, t'étais en mode, ok, impossible. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose quand je repars, tu vois. Dans mes études, il faut que je lance quelque chose, il faut absolument que je me donne une chance. Et quand je les voyais eux là-bas, je me disais, mais pourquoi il fait rien, tu vois, pourquoi il tente rien, pourquoi il est tout le temps là. Je me dis, ouais, mais ça fait 7 ans que tu es là, tu veux pas faire autre chose, ouais, t'as raison, je vais peut-être faire quelque chose et tout. Mais tu sentais que maintenant, je sais pas, à force de travailler dans ce genre de job-là et d'être dans ton petit monde, ça te rend l'esprit un peu cloisonné, tu vois, avec le temps, ça te cloisonne l'esprit. J'ai l'impression que c'était ça. Je pense aussi qu'en vrai, on te fait comprendre un peu que tu peux aspirer qu'à ça. Bah, tu sais, c'est ça, genre, tu sais, les croyances un peu limitantes et exactement. tout, qui font que tu te dis, ok, genre, vas-y, c'est ça. Et après, ouais, tu vis et tu vois, tu fais plaisir autrement, tu fais d'autres trucs et tout, mais tu te dis, ouais, vas-y, ça va être comme ça. Voilà, exactement, c'est ça. Les croyances limitantes, c'est exactement ça. Et tu sais même pas que t'as des croyances limitantes, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est un truc, mais non, en fait, c'est ce que je vaux dans cette vie. Je peux rien faire d'autre, tu vois. Et moi, par contre, ça me fait l'effet inverse. C'est, ok, j'ai vécu ça, plus jamais je vivrai ça. Et je vais faire le nécessaire dans mes études et dans ce que je vais lancer pour avoir une vie confortable, tu vois. Et vraiment faire ce que je veux, tu vois. Et donc, lorsque je reprends les études, je veux plus exactement faire des soirées parce qu'à ce moment-là, c'était tellement devenu populaire, tout le monde l'avait fait. Et puis, je me suis dit, j'ai eu un peu d'argent. Si j'avais vraiment envie de lancer des soirées, j'aurais dû le faire là. Donc, c'est-à-dire que je vais faire autre chose, tu vois. Au lieu de le mettre dans mon jean. Exactement, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et puis, ça ne me ressemblait pas d'organiser des soirées. J'aime bien les soirées, mais de là, en organiser, c'était pas moi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ouais, mais dans quoi tu veux travailler finalement, Chris et tout, tu vois. Puis, il y a plein de domaines qui m'intéressent, tu vois. Le monde de la musique, forcément. C'était un monde qui m'intéresse jusqu'à aujourd'hui. Enfin, évidemment, je suis dedans. Mais à l'époque, ça m'intéressait beaucoup. Et il y avait le monde de la mode et du luxe à l'époque, tu vois. Il y avait quoi d'autre et je sortais du monde. J'aimais beaucoup le basket. À l'époque, j'étais très NBA. Ouais, dans mon adolescence, j'étais très NBA. J'ai eu un épisode comme ça de 2-3 ans où j'étais à fond. Et si j'avais lancé des vidéos à l'époque, ça aurait été sur la NBA. J'étais vraiment à fond, tu vois. Et du coup, j'avais un peu tous ces mondes-là. Et en fait, le dénominateur commun du monde de la mode, de la musique, et globalement même du voyage, du sport et tout, c'est que je consommais à chaque fois des magazines, des tonnes de magazines. Tu vas chez mes parents, tu vois des caisses entières avec des 5 majeurs, avec des rap mag, des rap US, des GQ. GQ, quand ils sont arrivés en France, je faisais partie des premiers clients. Genre j'achetais les GQ à fond. En 2008-2009, je consommais GQ comme un ouf. Donc j'étais vraiment quelqu'un des magazines, tu vois. Et en fait, lorsque je me suis lancé, je me suis dit, mais... Et à ce moment-là, je me suis pas dit ça comme ça, mais je me suis dit, j'aime tous ces trucs-là. Pourquoi pas créer un blog
et partager ma passion pour tout ça et créer un peu un concept où je pourrais dénicher les nouveaux artistes parce que j'étais toujours à l'affût des nouveaux artistes de l'époque, tu vois. Ouais, c'était très à la mode les blogs, non, à cette époque. Exactement. C'était en quelle année? En 2010. 2010. 2010, c'était les blogs. Tu avais aux US les Rap Radar, Narrate, True the Boys, On Smash. Tu avais Worldstar Hip Hop qui était encore au top du top. Et ça, c'était, du coup, eux, c'était vraiment genre en mode. Est-ce que c'était plus actualité des trucs ou plus en mode un peu les magazines, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé? Genre, c'était pas trop ça, c'était plus en mode exactement. info. Alors, les blogs que je t'ai décrits là, c'était vraiment des dénicheurs de talent. Avec des lignes éditoriales bien précises, tu vois. Si par exemple tu as un rappeur un peu boom bap, tu avais Shoot the Boys qui te correspond bien. Ok. Si tu vois, ils étaient tous spécialisés dans quelque chose. Spécialisés dans quelque chose. Et ils mettaient vraiment en avant la culture pour pousser les artistes et tout. Voilà, exactement. Okay, et c'était extrêmement populaire parce que du coup, tu n'avais pas Instagram, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Donc du coup, nous, on allait sur les blogs, tu vois. Découvrir des nouveaux artistes. Exactement. Et par exemple, un artiste qui a grave profité de cette époque blog, c'est Wiz Khalifa. Ok. Wiz Khalifa fait partie de ces premiers artistes qui a vraiment pété sur Internet avant de péter dans sa ville comme les rappeurs faisaient à l'époque, tu vois. Donc c'est le premier rappeur Internet, tu vois. Bon, avant il y avait Soulja Boy, mais Soulja Boy il n'est pas resté longtemps Internet et ensuite il a été tout de suite avec son single partout à la télé. Ouais. Mais Wiz Khalifa, on suivait l'artiste en mode une entité d'Internet, c'était un cyber presque, tu vois. Ah mais du coup c'était lui qui communiquait. Non, c'était vraiment ça. C'était lui qui communiquait sur les réseaux, genre en mode il parlait et tout et tout. Il avait une chaîne YouTube, il avait son compte Twitter et il invitait tout le monde à aller le suivre et aucun rappeur faisait ça à l'époque. Par contre, il faisait énormément de shooting, énormément de photos. Nous, quand on avait un compte, notre compte sur MSN, on mettait sa photo. On avait Tumblr, tu voyais énormément de photos de lui avec des styles et tout. Non mais vraiment, tu vois. Il était hyper populaire et nous, on aimait énormément ce gars-là. Et même dans sa manière de créer du contenu, il le faisait en quelque sorte pour les blogs et pour les jeunes de cet âge-là, parce qu'il faisait la tournée des universités aux US et il sortait des mixtapes. La tournée des universités, genre il allait dans les universités pour rapper. Pour rapper, etc., pour faire ses sons de l'époque. Parce qu'il avait compris que son audience, c'était les étudiants, tu vois. Ah mais il est trop chaud. Il genre était sa super chaud. mentale, elle est incroyable. Exactement. Et après, tu vois, un Drake va copier le modèle un petit peu, parce qu'il arrivera après. Mais c'était un petit peu la même vision. Et justement, lui, musicalement parlant, il sortait des mixtapes. Et les mixtapes, on a peut-être l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui faisaient énormément de mixtapes. Mais par contre, Wiz Khalifa, il sortait vraiment mixtape sur mixtape sur mixtape. Et quand tu sortais ce format-là, c'est que tu le faisais pour Internet. Et il s'adressait à un public Internet, tu vois. Il n'allait pas tout de suite dans le commercial. Et du coup, c'était vraiment les gens cool qui écoutaient Wiz Khalifa, tu vois. À tel point que lorsqu'il a sorti une mixtape qui s'appelait Kush and Orange Juice, je crois que c'était celle-ci, classique pour nous, tu vois, à l'époque. Il la sort sur un site qui s'appelle DatPiff et il crache le site. C'est-à-dire que tu avais tellement peu de grosses sources partout que tout le monde en France, aux US, tu parles à tous les rappeurs français aujourd'hui, ils te parlent de DatPiff. Tu parles à tous les rappeurs US, ils te parlent de DatPiff. Et à l'époque, il sort sa mixtape là-bas et ça pète le score, tu vois. Et nous, on suit la carrière de Wiz Khalifa avec beaucoup d'intérêt et aussi, du coup, les autres artistes qui sont en train d'émerger comme ça parce qu'on commence à comprendre que le système est en train de changer. Avant, tu es un rappeur, tu passes par les maisons de disques et ensuite on te découvre, tu vois. Mais on est dans une époque très charnière aujourd'hui. Quand on en reparle, on dit, mais en fait, on ne se rendait pas compte, mais c'est là où tout est en train de se faire. Les artistes, maintenant, vont déposer leur musique sur Internet. Nous, on va le découvrir. Et ensuite, les maisons de disques vont essayer de se l'accaparer, tu vois. Et moi, j'avais l'impression j'avais déjà capté un peu ce bail-là. Et je me disais, mais en fait, il faut que dans mon blog, je déniche les nouveaux artistes qui commencent à arriver comme ça, tu vois. Je connaissais rien à Internet. J'avais un Tumblr à l'époque. Tumblr, c'était le truc cool de l'époque, mais pas hyper populaire. En plus, j'étais un snob de ouf à l'époque. Tu vois, j'arrive 20 ans, je connais le rap depuis 10 ans. Ouais, non, mais moi, j'écoute pas de ça comme tout le monde. Genre, toi, t'avais des débats de fou où t'étais en J'étais un puriste relou. Tu vois, genre, non, mais comment. À l'époque, tu vois, tu m'aurais détesté. Évidemment, tu m'aurais détesté. Évidemment, tu m'aurais détesté. J'avais, tu vois, un 50 Cent, j'aimais bien, mais quand t'étais vraiment dans le rap US à l'époque, tu dis, ouais, non, 50, tout le monde l'écoute. Nous, on était plus sur Diplomate, Dipset, des mixtapes de Max B, des trucs. Nous, on était dans des craineries, tu vois, genre. Oh mon Dieu. On savait que j'étais le mec relou là-dedans. Ouais, les gens, ils voulaient pas avoir des débats avec toi. Non, en fait, à l'époque, les gens, ils étaient pas trop dans les débats. C'était plus en mode, ah, lui, c'est le mec, c'est le Quinry, il connaît tout, tu vois. Genre, Et nous, entre Quinry, on débattait, par contre. On était relous entre nous, tu vois. Genre, tu connaissais d'autres comptes Quinry qui étaient tout aussi... D'autres personnes comme ça, ouais. On se connaît tous. À Châtelet, c'était les réseaux sociaux. Hein.
Châtelet, les mecs rappaient, les mecs, tous les samedis, on était là-bas, on était sapés, les mecs, ils essayaient de serrer des meufs. Tu vois, Châtelet, c'était vraiment. Non, mais, vous vous rendez pas compte, mais avant les réseaux sociaux, Châtelet, c'était vraiment c'était vraiment le rendez-vous de la banlieue, tu vois. L'endroit où genre les gens se retrouvaient dans Paris. De fou. Et du coup, c'était les genre. Les boutiques, culture, les sapes et tout. Ouais, culture hip-hop. Tu sais, les mecs, hip-hop. c'est là où tu voyais même les gars, tu les regardais, tu disais non, lui, il est frais là, il a sorti ses sapes là, on dirait comme dans le clip de Nelly, tel truc, il a 7 ans sans pot de pêche et tout. Moi, j'avais entendu parler de Châtelet aussi, parce que du coup, comme je fais de la danse et tout, par rapport à la danse, j'ai aussi beaucoup Châtelet, il y avait que ça et tout. Mais les battles. C'était l'endroit. Les battles, Balou il te dira. Il allait faire des battles là-bas. Beaucoup de rappeurs connus aujourd'hui, bon, je vais pas citer leur nom là comme ça, mais ils allaient faire des battles là-bas. Les gens vivaient vraiment la culture à Châtelet, tu vois. Mais du coup, justement, toi, à ce moment-là, du coup, t'es à fond dans les blogs et tout et tout. Et du coup, tu te dis, en fait, j'ai peut-être un rôle à jouer avec les blogs dans la culture en mettant en avant des artistes. C'est exactement ça. En fait, je me suis dit, je vais mettre en avant, je vais faire ce truc en fait. Je vais parler de mode. Je vais parler de rap. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dénicher des talents que j'aime bien, qui sont sur Internet, qui sont un peu en train de péter. Et je vais faire des articles sur eux sur mon site. Ouais, je vois. J'écrivais pas d'articles à ce moment-là. Je me cassais la tête. J'ai appris. Je me suis vraiment forcé à apprendre à écrire. Je faisais des fautes d'orthographe et tout. Mais aujourd'hui, je suis pas encore parfait. Mais je sais vraiment construire un article. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je passais des heures et des heures à essayer de construire un article. Parce que j'avais besoin de cette stimulation, tu vois. Ouais. Et je me disais des fois, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je suis pas en train de kiffer dehors? Pourquoi je suis pas en train de sortir tout? Mais j'étais appelé à me stimuler, tu vois. Genre, je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Il y a vraiment des fois où je me disais, mais tout le week-end, toute l'après-midi, je suis là au lieu de regarder une série, au lieu de regarder Naruto, continuer, tu vois. Et je mettais ça de côté et je voulais absolument continuer. Et les premiers articles que j'ai fait, le premier article que j'ai fait, c'était sur Nico. C'est un rappeur qui a pas percé comme j'aurais voulu qu'il perce. Parce que j'ai eu beaucoup de ratés, forcément. Ouais. Mais c'était un rappeur qui était proche de Wiz Khalifa. Okay. À l'époque, pareil, grand, queuse, tatoué de partout. Il sortait plusieurs mixtapes. J'avais chroniqué ses 4 albums. Je m'étais pris la tête. Je sais pas pourquoi je me prenais la tête comme ça. Mais bref, le deuxième article que j'ai fait, si je me trompe pas, c'était sur Tyler, the Creator. Attends, quelle année? 2010. Il date il date d'avant même. Il avait sorti... il avait mon âge, il est un peu plus jeune, il a 1 an de moins. Donc il devait avoir... Je savais pas qu'il avait cet âge-là. Il avait 19 ans. En fait, je l'ai chopé au moment où il venait de sortir son clip Goblin. Je sais pas si vous voyez ces clips en noir et blanc. Mais je pensais pas que ça datait autant. Et ouais, ça date de fou. Et en fait, quand il sort Goblin, ça choque Internet. Parce que, en fait, un clip en noir et blanc d'un mec habillé pas comme un rappeur, qui est en train de bouffer un cafard, qui est en train de mourir et tout, enfin bref, dans un état de ouf. À l'époque, pour Internet, pour le monde du rap, c'est pas du tout conventionnel. Ouais. C'est très rap Internet. Encore une fois, quand tu vois Tyler, the Creator à l'époque, tu peux pas te dire qu'il vient de Californie et tout ça. Parce que les rappeurs de Californie de l'époque, ils veulent montrer qu'ils sont de Californie, ils sont dans leur quartier avec leurs gars, c'est ça que tu vends, tu vois. Or lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était dans un truc noir et blanc, il parle et tout, il rigole, il dit des trucs chelous, il parle du fait d'être gay, pas lui, mais son pote. C'est un truc dans le monde du rap à l'époque qui est assez, faut le dire, tu vois, homophobe. Surtout dans les années 2010, c'est encore pire en vrai. Et ouais, tu vois, et donc lui, il en parle de façon décomplexée, il est habillé avec une marque qui s'appelle Suprême. Je me dis, mais c'est pas la marque des skateurs, chelou ça. Tu vois, c'était un peu ça, tu vois, comme vous voyez, tu vois, c'était pas un truc stylé, tu vois. On se disait juste, ah, c'est un peu chelou et tout. Et j'aimais trop le fait que ce soit chelou parce qu'en plus, c'était boom bap un peu. Ouais. Et à cette époque-là, la trappe venait d'arriver avec Waka Flocka. Tu vois, il y avait cet univers-là. Donc, le fait que ce rappeur-là arrive avec ça, je trouvais ça trop spécial. J'avais kiffé. Du coup, j'en ai parlé, j'ai fait un article sur lui, je me suis intéressé. J'ai vu que c'était en fait un Renoir skater de LA. Qui était inspiré par l'horrorcore, Eminem, le rock et en même temps le rap et la musique. C'était un alien pour toi. Un alien. Et j'ai dit c'est exactement le type de client que je veux pour mon blog. J'ai fait un truc big sur lui. J'adore. Je l'ai présenté et je l'ai suivi et j'ai vu qu'après ce single là, il a vraiment commencé à devenir populaire et tout ça. Et j'ai suivi sa carrière sur le blog. Donc à chaque fois qu'il y avait de l'actualité, j'ai commencé à découvrir son groupe, Wolfgang, Haute Future, Wolfgang Kill Them All, tout le délire qu'il y avait autour. J'ai vu, mais c'est un délire et tout. Donc lui, je l'ai suivi. Ensuite, j'ai découvert Childish Gambino. Oh, ok. C'était à l'époque où il essayait d'être Spider-Man, ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, il est dans Spider-Man. Oui, c'est ça. J'avais vu sur les réseaux et tout, mais j'avais pas capté. Du coup, en fait, il se faisait passer pour Spider-Man. Genre à l'époque, sur Twitter c'était encore tout petit. Ouais. Il avait fait une grosse campagne sur Twitter pour être le prochain Peter Parker. On est en 2010, par là, tu vois. Il écrivait à l'époque juste pour la série 30 Rock.
et il était dans Community. Community College, je crois que le truc s'appelait, ou Community. Et c'était un acteur un peu, tu vois, mais et il faisait un peu du stand-up, il faisait déjà plein de choses. Il avait une popularité, mais c'était tout petit en fait. Et il avait utilisé Twitter parce qu'il savait que Twitter c'était un nouveau truc, tout le monde s'y mettait, même les célébrités commençaient à créer leur Twitter et tout ça. Il a fait une grosse campagne autour de ça, mais ça n'avait pas marché. Mais il sortait aussi du rap, tu sais, il faisait du rap et tout. Et il faisait de tout. Et il faisait de tout déjà à l'époque, et je trouvais ça super intéressant. Encore une fois, créature d'Internet. En plus, quand il rappe, il était inspiré par Lil Wayne dans sa cadence, dans un morceau qui s'appelait Freaks and Geeks, qui ressemblait à Millie dans la cadence, dans la manière dont le gars avait produit le son, mais il revendiquait le fait d'être un geek. Encore une fois, c'était trop chelou sur Internet. Dans le rap de l'époque. Gangsta. Gangsta et tout, tu vois, ou Superstar en mode, les mecs rappaient avec David Guetta, tu vois. C'était trop bizarre. Et en fait, il y avait, soit t'étais street, trap et tout, soit t'étais pop, David Guetta, Black Eyed Peas et tout. Il n'y avait pas d'espace, et c'est pour ça que Marc qui était là te dira que cette époque-là, c'était la pire époque du rap. Pour lui, tu vois, la pire, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Mais en fait, le reste de l'espace, c'était pour Internet. Ouais, c'est ça. C'était ça que j'allais dire, parce qu'avec la manière de consommer la musique et tout, c'est vrai que je trouve, à l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'élus. Ouais. Mais ils avaient beaucoup d'auditeurs. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus, mais du coup, les auditeurs, ils sont disparates. Tu vois, mais du coup, ça a permis à beaucoup de gens de percer, de faire leur trou un peu dans le milieu du rap, quoi. Totalement. En fait, là, aujourd'hui, tu as plein de niches. C'est difficile d'avoir des superstars parce que plein de niches, plein de gens qui ont réussi, qui ont percé. Donc, c'est un peu. Les cartes ont été complètement redistribuées. Mais cette époque-là, ce sweet spot, c'était intéressant parce que c'était l'époque où tu vois, tu avais des rappeurs comme J. Cole qui était en train d'émerger. J. Cole, il était déjà signé chez Jay-Z, mais on se voyait comme c'était un jeune pouce qui était en train de monter de fou. Drake qui venait de se faire signer chez comment il s'appelle, chez Cash Money, Young Money. T'avais Kid Cudi. J'étais très fan de Kid Cudi dans cette période-là parce que c'était un peu pour moi l'accomplissement de ces rappeurs d'internet un peu. Tu vois, un peu geek, un peu smart, alternatif et tout, signé chez Kanye West. T'avais qui d'autre encore? T'avais Wale, t'avais une génération de rappeurs. C'est pour moi la meilleure génération. C'est-à-dire que t'avais plein de rappeurs divers et variés, même Meek Mill qui est arrivé dans la même période. T'avais la street, t'avais Conscient, t'avais un peu R&B, t'avais de tout et ils étaient super passionnés et ils avaient tous l'intention de faire une longue carrière et ça s'est vu, tu vois. T'as Kendrick Lamar qui est arrivé 2 ans plus tard aussi, tu vois. Mais c'est la même période, tu vois. Et c'était incroyable. Et tout ça, c'est arrivé avec Internet. Tu vois, ils ont émergé grâce à Internet. Genre Kendrick Lamar, c'est pas au départ Compton qui le porte. Tu vois, c'est vraiment des gens des blogs là, Troop the Boys, Now Right, etc. À l'époque c'était pas iconique, mais moi à l'époque, qui postait Kendrick Lamar parce qu'on se disait c'est du rap vraiment. On appelait ça hype, mais en même temps street. On savait pas trop comment le définir, tu vois. Mais on savait que on était la niche qui devait relayer ces artistes. Donc je relais tous ces artistes là, Childish Gambino, Tyler the Creator. Kendrick Lamar, avant qu'il sorte Good Kid, Mad City, donc c'était Section 80, Kendrick Lamar EP, tu vois, nous on le suivait de cette époque-là. Black Hippie globalement, tout le groupe. Moi, Ab-Soul, je l'écoutais tout le temps. Schoolboy Q, j'avais fait un big article sur lui aussi. Je pensais vraiment que ça allait être une plus grosse star parce qu'il avait piqué, mais bon, avec le temps, ça n'a pas donné des résultats de fou. Trinidad James, le rappeur Trinidad James, celui qui a chanté un son qui s'appelait All Gold Everything. Il a piqué aussi, il avait beaucoup influencé le Peura, il était d'Atlanta aussi. Et c'est lui qui manage, je crois qu'il bosse avec, je crois que c'est Sexy Red. Ah ok, aujourd'hui aujourd'hui il bosse dans Londres, je crois que c'est le DA ou quelque chose comme ça, je crois que c'est Sexy Red. Mais c'est un rappeur qui a fait beaucoup de bruit en 2013 après. Donc en fait mon blog, je le tiens comme ça, et bien sûr, A$AP Rocky. A$AP Rocky, je l'ajoute sur Facebook et j'ajoute tout le A$AP Mob à l'époque. Eux tous. J'étais un petit, tu vois. Genre, j'avais 21 ans, j'en ai rien à foutre. Je l'ai trouvé. Il faisait 10 000 vues sur YouTube. Il avait sorti un son qui s'appelait Get High, tu vois. Le son était ouf. Et à l'époque, c'était un blogueur français, parce que c'est lui qui l'avait mis en lumière, qui s'appelait Payon Nicolas. Pure Baking Soda. Un blog très spé-trap à l'époque. Il l'avait déniché. Et du coup, je suis allé voir. J'ai kiffé ma race. Du coup, je suis allé suivre de partout et j'ai fait une promo pour l'artiste de ouf. Lui, par contre, A$AP Rocky, je crois que c'est le dernier artiste pour lequel j'ai vraiment été fan. Parce qu'il rappait. En fait, déjà, il venait d'Harlem. Harlem, c'est Dipset, Diplomate, groupe favori. Mon groupe favori. Il avait ce truc-là. En même temps, il avait cet ADN internet parce qu'il mélangeait Memphis, le délire du Sud,
genre Memphis, bizarre et tout. Et j'adorais Memphis, Houston aussi. Houston, c'était le rap de Houston, surtout Houston plus que Memphis, mais ce rap-là, il le mélangeait à New York. Ouais. Et en même temps, il était grave dans la mode. Mais en fait, je vois, toi, c'était vraiment que des gens qui alliaient plein de trucs en même temps. Voilà. Parce qu'en fait, à cette époque-là, du coup, chacun avait l'occasion de faire ce qu'il voulait parce que Internet s'est arrivé. C'est ça. Et c'était en mode, bah en vrai, les gars, maintenant, genre le monde, il est là. Ouais. À vous de présenter ce que vous voulez. Et toi, t'étais vraiment en mode, bon, vas-y, bah moi, tu sais quoi, je vais voir ces gens-là parce que je sais que je suis passionnée. Ouais. Et j'ai envie de donner de la force à ces gens-là. Voilà. Du coup, je vais tous les prendre, je vais les mettre en avant, du coup, en France. Ouais. Pour que les gens les découvrent. Et genre, c'était ta mission. De ouf, c'était grave ça. Et j'étais grave passionné par ça. Et je me disais, mais c'est une dinguerie. Et ce Payon Nicolas, là, ce français, avait fait une compile à l'époque où il avait récupéré plein de morceaux à gauche à droite de A$AP Rocky. Ouais. Et il en avait fait un projet qui s'appelait Deep Purple. C'est pas un projet officiel. Ok. Il l'a mis sur DatPiff, le même site là. Et ça a fait plus d'1 million de téléchargements. Et dans ce projet, tu avais Peso et Purple Swag. Ok. Mais on est en 2011 par là, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment genre vous qui, du coup, à cette époque-là, vous plébiscitiez de fou pour la culture hip-hop et tout. Et toi, du coup, ensuite, après, donc t'as créé ton blog et tout. Ouais. Et ensuite, comment, du coup, t'as eu cette transition? Parce que maintenant, c'est plus exactement ça, en vrai, la mission de, Ouais, tu vois, de ce que tu fais. c'est ça, exactement. Tu as totalement raison. En fait, lorsque j'ai commencé entre 2010 et 2013, il y a eu un shift. C'est-à-dire que dans cette période-là, j'étais seul, je faisais mes articles, je kiffais, je faisais quasiment pas de vues parce que je savais pas comment ça marchait le référencement et autres. Ouais. Mais j'étais trop content parce que je pouvais parler à Trinidad James, je pouvais parler à A$AP Rocky, j'ai eu des conversations avec lui à l'époque. Quoi? Ouais, j'en ai eu. Il était venu sur mon mur, même Facebook de l'époque, pour me shout-out parce que j'avais mis une photo de lui en profil. Mais tu t'imagines, t'as un rappeur, tu fais même pas 50 000 vues et t'as un Français qui met une photo de profil de toi. Ouais, mais j'avoue, mais genre, Tu vois? genre maintenant, tu vois, c'est A$AP. Ouais. Genre, il t'envoie en mode merci beaucoup, mais genre aujourd'hui, tu te dis c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Mais tu vois, même quand il a sorti le clip de Peso, j'étais allé en DM, je l'ai félicité, il m'a répondu, on me dit on se voit à Paris et tout à l'époque. Et après, il a fait son concert à Paris aussi, parce que Paris, c'était vraiment la première ville où il avait le plus d'audience. Ok. À part les US, tu vois, ça faisait US, Paris, après c'était Londres. Parce que esthétiquement parlant, ce qu'il renvoyait, très Fashion Week et tout, on se rend pas compte, mais à l'époque, les rappeurs faisaient pas ça. Ouais. Et donc lui, il était vraiment précurseur de ça avec Kanye West. Tu vois, Kanye West avant, lui après, mais lui, il touchait la culture, encore une fois, Internet plus jeune. Et il avait amené aussi de nouvelles saveurs, dark, le black goth, bref, il avait amené de la mode et tout, bref, il était vraiment très précurseur. Les gens ne se rendent pas compte, tu vois. C'est pour ça que quand les gens disent que Travis Scott, après, l'a pompé, si tu n'as pas vécu cette période-là, tu vois pas de quoi on parle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que lui qui faisait ça. Et Travis Scott, qui venait, lui, de Houston, pour le coup, il s'est dit, mais moi, je viens de Houston. Il prend le délire de Houston. En vrai, et il traînait avec eux, tu vois. Il était connecté à A$AP Yam. Si tu regardes les premiers clips de Travis Scott, tu verras qu'il y avait des gens du A$AP Mob qui étaient là. Tu vois, parce qu'ils étaient tous connectés. Et après, bon, il allait plus loin dans le délire, etc. Tu vois, bref. Et en gros, moi, dans cette période-là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Et c'est là aussi, c'est dans cette période-là aussi où j'ai découvert Complex, Hypebeast, Ice Nobody. Du coup, eux, c'est des... C'est des grosses plateformes américaines ou asiatiques. Genre, Hypebeast, c'est de la mode. C'est une plateforme originaire de Hong Kong et du Canada, qui est aujourd'hui une plateforme internationale dans la mode, plus streetwear hype. Tu vois, streetwear haut de gamme un peu. C'était vraiment jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment leur niche, tu vois. À la base, c'était un blog de sneakers. Donc ça m'inspirait. Donc en 2005-2006, un blog de sneakers, le mec il a réussi à faire un empire qui vaut des millions aujourd'hui. Incroyable. Ice Nobody, concurrent direct de Hypebeast, fondé en Allemagne, même chose. Eux, concurrent direct, c'est le même délire, tu vois. Et en parallèle, tu as Complex, qui a été fondé par le créateur de la marque Echo Unlimited, tu vois. Le gars s'appelle Marc Echo, donc il a lancé une marque de sap et ensuite il a lancé le magazine Complex. Je t'ai dit, trop de trucs qui lient en lien avec moi. J'avais 13 ans, j'ai fait une marque de sap, j'ai fait un blog. Le mec, il lisait sa vie sur Wikipédia, il était en mode, mais c'est moi. Exactement, mais tu vois. Donc dans ma tête, je me dis, mais c'est logique, c'est ça que je dois faire. Je dois lancer une grosse plateforme comme eux, nanana. Et je commençais. C'est de là que ça vient. C'est de là d'où ça vient, tu vois. En fait, tu t'es trouvé des gens, en fait, t'as regardé qui avait de l'influence dans le monde du hip-hop à cette époque. T'as regardé les gens qui avaient les mêmes délires que toi et tout. T'es dit, bah voilà. C'est ça ma voix, tu vois. Donc il faut que je monte un média. Et ensuite, c'est là où j'ai fait une rétrospective sur moi-même. Et je me suis rendu compte que je consommais énormément de magazines. J'aimais même le concept du magazine, tu vois. C'est-à-dire quand tu dis concept du magazine? Le fait d'avoir un magazine papier à l'époque. Genre 5 majeurs, GQ. J'aimais GQ, tu vois. Genre, il n'y avait pas beaucoup de gens qui calculaient GQ à 18 ans, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, ah non, mais c'est vraiment vers là qu'il faut que j'aille. Et puis j'ai regardé journaliste.
Non, ouais, je peux être journaliste, mais journaliste, ça gagne pas beaucoup. Parce que tu vois, je voulais faire beaucoup d'argent, bien évidemment. Donc, en vrai, qui ne le veut pas? tu vois. Et donc, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que Marc Ecko, Kevin Ma, le fondateur de Hypebeast, c'était mes refs. Ouais. Du coup, je me disais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est genre une plateforme et tout. Et en plus, ils touchent à tout. Ouais. Et en plus, c'est pas limité. Exactement, tu vois, parce que du coup, tu les voyais, ils produisaient des mixtapes de temps en temps, ils faisaient les Fashion Week, les artistes, ils les recevaient, c'était la plateforme numéro 1. Et du coup, dans ma tête, je me dis, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Et en fait, j'ai voulu le faire et je l'ai fait comme je le pouvais. J'ai créé un WordPress, j'avais une équipe, on faisait plein d'articles et on a commencé à avoir une petite notoriété entre 2013 et 2015. Okay. J'étais étudiant en même temps, en alternance, bref, j'avais pas de contacts. Et les contacts, je les ai vraiment fait petit à petit parce que les articles commençaient à tourner. J'avais fait un super article à l'époque dont j'étais super fier sur Virgil Abloh, qui était un peu l'article référence. Tu t'appelais Virgil Abloh, tu tombais sur mon article. Ça a vraiment la fierté incroyable. C'était ma fierté, tu vois. Et il faisait des milliers de vues cet article parce que je revenais sur l'histoire de Virgil. Et Virgil Abloh, c'était l'un de mes... Tu vois, vraiment, pour le coup, l'un de mes modèles, tu vois, je le regardais aussi en mode... C'est cette culture aussi de mélange. Street, hype, truc, tout ce mélange-là. Et je me disais, putain, c'est ça qui me correspond aussi, tu vois, même dans le monde de la mode. Tout dans la mode me correspond pas, tu vois, une Phoebe Philo, c'est pas moi, tu vois. Mais un Virgil Abloh, ça me correspond. Un Kanye West, ça me correspond, tu vois. Et je sentais que tout était en train de bouger, donc j'avais un pôle streetwear, pas streetwear, mode, où j'avais vraiment des journalistes passionnés comme moi qui faisaient des articles sur la mode et tout, on suivait toute cette mode-là. Ah ouais, t'avais déjà une équipe assez Ouais, j'avais déjà une équipe. J'avais déjà une équipe, on était déjà 15 et tout, mais c'était un truc... J'étais super précoce sur ces trucs-là, mais... C'était bénévole, il n'y avait pas d'argent, tu vois, je savais pas encore comment le monétiser. Non mais à cet âge-là, c'est souvent ça. C'est exactement ça, tu vois. On est monté jusqu'à 15, mais en vrai, c'est quand tu prenais l'équipe prod, mais vraiment en journaliste, on était 10. Moi déjà, je trouve ça beaucoup. Ouais, c'est beaucoup trop. Même avec le recul, c'est beaucoup trop. Et je les gérais en plus, parce que j'avais des gars à moi aussi qui étaient des bons journalistes et tout, ils m'appelaient et tout, des fois ça s'embrouillait entre eux, je devais gérer. C'était beaucoup trop de temps investi. Et en même temps, tu faisais tes études. En même temps, je faisais mes études alternance. Et à un moment donné, j'allais faire un surmenage. Bah oui, non mais clairement, là franchement, t'étais bien parti. J'y allais. Ma grosse interview à l'époque, c'était avec Auguste Alsina quand il venait en France, il était venu à Def Jam à l'époque, à Paris, donc j'ai dû y aller. J'ai fait une interview assis avec lui en face à face, il y avait toute l'équipe américaine. Auguste Alsina, c'est un gros chanteur. Aujourd'hui, il est connu pour autre chose. Il est connu comme étant l'amant de Jada Pinkett. C'était lui l'amant de Jada Pinkett qui a causé tous les problèmes avec Will Smith et tout, tu vois. Mais à l'époque, c'était un gros chanteur d'R&B et il était très bon. Son premier album, je t'invite à aller l'écouter, il était vraiment excellent, tu vois. Et du coup, voilà. Et après, on faisait beaucoup de rappeurs français, tu vois. À l'époque, on avait fait... je me rappelle d'ailleurs, l'un de mes journalistes, enfin c'est plus mon journaliste, aujourd'hui il est avocat dans un grand cabinet, mais c'est un très bon pote à moi. Il me disait, ouais Chris, il faut absolument que je te présente ce rappeur, il est du 9-2, il s'appelle Luigi, il est en train de commencer et tout, il faut absolument qu'on aille au McDo avec lui et tout pour... Ouais. À l'époque on allait le voir, et tu vois, ils ont un collectif qui s'appelle Capsule Corp avec Dinos, et il y avait qui d'autre, tous les autres rappeurs on les faisait, tu vois, les... DC's, Hamza quand il est arrivé avec Zombie Life qui avait pas bien marché. Déjà à cette époque, vraiment. Ouais, 25 ans, ouais. On avait fait des Zombie Life, on a fait beaucoup de rappeurs de cette génération-là, de l'époque-là. On les faisait sur le site. Et là, c'était que par écrit. Que par écrit. La dernière interview vidéo qu'on a faite d'un rappeur, c'était Take a Mike et Caris. Mais attends, là, on est en 2016 pour tout ça. Tu veux dire la dernière ou la première? Non, la dernière, on a fait plein d'interviews écrites. Ouais. Genre Hamza, tout ça, tous ces artistes-là. Mais la dernière interview vidéo qu'on a faite, la dernière interview globalement, avant que ça se transforme dans la version d'Iconic que tu connais aujourd'hui, c'était Take a Mike ou Caris. Mais ils s'en rappellent plus, tu vois. Mais c'était un petit site et tout, on faisait 1000-2000 vues, tu vois. Et du coup, on avait fait ça. Et à un moment donné, à la fin de mes études, je me suis dit, mais en fait, le modèle actuel, on n'est pas aux US, on n'est pas à l'Inter, on n'a pas les mêmes budgets, on n'est pas vu de la même manière. En fait, il faut que je revoie mon modèle. Et en plus, c'était l'époque où maintenant les blogs étaient un petit peu en train de perdre en force. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me réinvente. Et j'avais fini mes études. Et c'est là où j'ai décidé de passer sur l'influence. Et celle qui m'a influencé, parce qu'en fait, on parle beaucoup de rap et tout, mais la personne qui m'a vraiment influencé, j'en ai déjà parlé dans d'autres interviews, à faire des vidéos sur YouTube, c'est pas un YouTuber rap, pas du tout. C'est une femme. Elle s'appelle Michelle Fan. C'est l'une des premières YouTubeuses maquillage qui m'a grave inspiré. Mais attends, je vois pas. C'est une Asiate
très jolie, très douce et tout. Elle faisait des vidéos sur YouTube et j'étais inspiré par elle parce qu'elle avait construit un empire en dehors de YouTube. C'est-à-dire qu'elle s'est servie de YouTube, elle faisait ses vidéos, les gens la suivaient, make-up artiste incroyable et tout. Et autour de ça, elle avait lancé sa marque de maquillage. Elle avait fait un gros partenariat aussi avec, je sais plus avec quelle entité, ça devait être pas Sephora, mais un truc genre Yves Saint Laurent, je sais plus. Et en fait, elle construisait plein de projets autour de son audience. Ouais, je vois. Et c'est elle que je regardais. Et je me disais, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse mes contenus longs sur YouTube, là, ce que je faisais dans mes articles de Virgil Abloh, tout ça. Il faut que je le fasse en vidéo, face caméra. Et en parallèle de ça, bah, je vais créer des projets autour, connectés aux vidéos que je fais, qui vont faire kiffer les gens. Ouais, je vois. En fait, à chaque fois, c'était ça, toi, ta manière de voir les choses, c'était je regarde les gens autour qui arrivent à mélanger tout ce qu'ils kiffent, je vois comment ils font, et tu t'adaptes en fait en fonction Exactement. de ton époque. Les blogs, ensuite Exactement. YouTube, et en fait, tu t'es habitué à chaque fois à chaque nouveau réseau. Exactement, et aujourd'hui les podcasts. Et c'est comme ça que tu survis, finalement. Exactement. Enfin, on survit en général. Exactement, mais même mes formats YouTube, quand je suis arrivé sur YouTube, le format face caméra rap, il n'existait quasiment pas. Je sais que le seul à faire ça, c'était un YouTuber aujourd'hui qui n'existe plus. Je crois que ça commence par un K. C'était un blanc qui portait une casquette en arrière. Il faisait un peu des formats comme ça, rap, face caméra sur YouTube. Mais à part ça, il n'y avait personne. Genre, les Bouscapé et compagnie, c'était pas du tout leur truc. Eux, c'était les interviews. Tu vois, ou les concepts directs et tout. Mais les trucs face caméra rap, il n'y en avait pas, tu vois. Donc j'étais le premier, et le deuxième qui m'a influencé là-dessus, c'était Poisson Fécond, parce que je regardais ses contenus. Toi, tu as été inspiré par justement tout ce storytelling face cam, raconte, parce que lui, du coup, c'est vraiment genre histoire en général, plein d'histoires. Histoire en général. Et toi, tu t'es dit, bah, je vais faire ça pour le... Ouais, mais en fait, j'avais compris un truc, c'est que... En fait, j'avais compris et pas compris autre chose. J'avais compris que les gens avaient besoin de mieux comprendre le rap. Moi, le marketing, ça m'intéressait beaucoup à ce moment-là, l'entrepreneuriat, j'étais dans le développement personnel, donc mes contenus étaient très orientés comme ça. Je voulais vraiment inspirer les gens. C'est le Chris de 26 ans, c'est pas le Chris de 22 qui veut juste partager ce qu'il aime. Donc, je voulais absolument être dans un truc où je partage vraiment, je fais un condensé de tout ce que je kiffe, marketing, rap, société, inspiration, et je parle d'un artiste. Et ensuite, avec le mood du rap, je me suis adapté aussi à ce qui se faisait. Cette époque-là, le monde était plus... Je sais pas, il y avait plus d'espoir, je sais pas comment t'expliquer, mais si tu veux, à cette époque-là, les contenus autour du développement personnel, du fait de réussir, etc., c'était beaucoup plus populaire. Je dis pas qu'aujourd'hui ça l'est pas, mais dans le monde du rap, le monde est beaucoup plus sombre. C'est-à-dire que moi, par exemple, à l'époque, les gens voulaient découvrir de nouveaux artistes quand ils venaient sur ma chaîne. Ils se disaient, ok, une nouvelle artiste a pété là, Chris va faire une vidéo sur elle. Tu vois. L'année dernière, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Ice Spice encore, et Sexy Red. Mais si tu regardes en 2017-18, j'ai fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de nouveaux artistes, tu vois. Et plus les années sont passées, moins j'ai senti que les gens avaient besoin de découvrir un nouvel artiste, tu vois. Donc en fait, j'ai aussi besoin de voir que l'audience a envie de ça pour pouvoir s'adapter à ça. Et en fait, on est dans une époque où les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est des contenus autour de la prison, des meurtres. Je vais faire attention avec les mots que j'emploie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire, le format affiliated. Je l'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait une trop grosse demande autour de ça. C'est pas un format que je voulais absolument faire. Aujourd'hui, je suis content de le faire parce que ça m'aide pour autre chose. Mais à l'époque, c'est pas un truc que je me suis pas dit, ah ouais, il faut absolument que je parle de la street. C'est vraiment le rap et le mood du rap qui m'a emmené là. Et je me suis dit, mais ouais, si je suis un magazine, je dois traiter de ce qui est chaud maintenant et analyser ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Donc, je dois aller là-dessus. Mais je ne suis pas spécialement rap street. J'aime tout le rap, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas une spé Chief Keef, Lil Baby et tout. C'est Chief Keef, Lil Baby, j'aime bien. Mais Tyler, the Creator, j'adore aussi. Kanye West, j'adore aussi. J'aime vraiment cette culture dans sa globalité, tu vois. Donc, je suis là-dessus. Mais je sens qu'aujourd'hui, on est dans une époque beaucoup plus sombre. Alors bien sûr, tout ce qui est lié au marketing, développement personnel, ça intéresse toujours les gens, mais les gens sont plus focus sur ce qui est sombre, l'affaire Didi, l'affaire, tu vois. Je sais pas, c'est du franchement, c'est ce qu'on met beaucoup en avant et tout. Même, tu sais, les séries, les trucs Netflix et tout, les gens, ils aiment trop, genre, tu sais, les histoires de crimes, les trucs comme ça et tout. Genre, avant, les gens, ils ont toujours kiffé, mais en ce moment... C'est un format qui a toujours intéressé, fasciné les gens. Moi, par exemple, avec les formats que je fais aujourd'hui, c'est des formats qui intéressent, je sais pas moi, les petites meufs qui travaillent dans les agences et tout là, que je rencontre, qui connaissent pas fort, qui savent ce que je fais, mais qui regardent pas les formats rap, tu vois, que je vais faire. Par contre, ils vont regarder
tous les formats sur Didi et c'est ces personnes-là qui vont me dire mais quand est-ce que tu sors les prochains épisodes? On suit avec beaucoup d'attention ce que tu sors. Parce que ça touche pas que les gens qui écoutent. Exactement. Et même moi, tu vois, voyant ça, je me dis mais il y a beaucoup de gens qui regardent ce que je fais en dehors du rap, donc ça intéresse vraiment. Donc ces affaires judiciaires que je vais décrypter, ça c'est beaucoup plus intéressant pour la masse, tu vois. En fait, c'est quand ça devient un fait de société et on se dit, mais attends, mais qui est le plus chaud dans ce domaine-là? Iconic, tu vois. Allez, on attend vite là. En vrai, moi je trouvais que c'était un peu la même chose, même par exemple si tu regardes en vrai 6ix9ine. Oui. Quand c'est sorti. T'as totalement raison. Balou et toi, c'était vraiment les gens vers qui tout le monde se tournait parce que dès que ça devient fait de société et que c'est du rap, en vrai en France, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que et les formats que j'ai fait avec 6ix9ine ont été un révélateur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'ai fait 3-4 vidéos sur lui, c'était mes premières vidéos qui ont fait 1 million de vues. Mais quand même, j'avais des vidéos sur Lil Pump qui marchaient bien. Et après, j'ai eu YNW Melly qui a été en prison. Ça a beaucoup intéressé les gens et j'ai fait aussi 7... Aujourd'hui, elle a 1 million, mais à l'époque, 600 000 vues sur cette vidéo-là, sur un format comme ça, c'était quand même une dinguerie. Ouais. Je me dis, mais les gens, en fait, ils connaissent pas YNW Melly, mais ce qui les intéresse, c'est l'aspect crime. Ah ouais, c'est ça. Tu vois. Et donc, du coup, tu dis, ok... J'ai compris. Donc en fait, c'est ça un petit peu, c'est genre justement quand tu as du coup ce média et tout, quand tu fais des vidéos, c'est vraiment écouter ce que toi tu kiffes. Ouais. Et en même temps, pour continuer à marcher et tout, et s'habituer à ce que les gens demandent et tout, mais tout en restant fidèle à ce que tu fais, parce qu'en vrai, tu t'oublies jamais, tu vois. Et en même temps, tu as lancé CKO, qui reste toujours dans l'ADN de ce que tu as voulu. De ouf. En fait, j'ai aussi beaucoup évolué entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé à faire des scripts pour une vidéo ou préparer une vidéo, c'était vraiment parce qu'à la fin, j'avais vraiment besoin de transmettre. En fait, c'était dur, c'était plus dur. Aujourd'hui, j'aime l'idée du storytelling. Genre, le storytelling, je préfère même le storytelling au sujet. C'est-à-dire que si le sujet est vraiment intéressant, je vais adorer créer le storytelling autour et l'analyser. Quand tu dis storytelling, c'est vraiment créer ta la manière vidéo, le rythme, de raconter. la manière de raconter, etc. Okay. Ça, c'est ce qui me passionne même plus que tout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple... Tu vois l'affaire Durk qui est là, qui fait parler. Moi, j'aime bien sûr, j'aime beaucoup l'artiste musicalement. En plus, je l'aime vraiment. Bon, c'est un mec street de... Lui, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Mais là, tu vois, il est tombé en prison. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment je peux raconter au mieux au public français l'affaire en leur donnant tous les tenants et les aboutissants, en leur expliquant vraiment les petits détails qui va faire qu'ils vont dire « Ah, d'accord, je comprends mieux. » Tu vois. En plus, j'ai fait des vidéos de lui ces dernières années, donc je peux directement m'appuyer sur ces vidéos-là. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, plus que même le sujet, parce qu'il y a plein d'artistes aujourd'hui, je les écoute pas de fou et je peux faire des sujets sur eux, c'est l'histoire qu'il y a derrière. L'histoire m'intéresse plus, tu vois. Mais tu vois, moi, c'est ça que un peu j'ai envie qu'on retienne un petit peu, c'est plus que, justement, j'ai l'impression que tu as été passionné par plein de trucs. Ouais. Mais qu'au final, ce que tu as fait, c'est toujours te concentrer sur ce qui te faisait kiffer dans ce que tu fais, que ce soit le sujet, que ce soit la manière de la raconter, et de faire ça au mieux, tu vois, tout en t'habituant à ce que les autres veulent un peu, tu vois, ce que l'audience, parce que quand même, tu fais un truc pour les gens. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on aime autant ton contenu, tu vois, parce qu'on sait que, genre, on a l'impression qu'à chaque fois que tu fais un truc, t'es vraiment passionné par ça, tu vois. J'ai pas l'impression, en regardant ton contenu, que des fois, t'as peut-être fait des vidéos pour, en mode, te forcer en mode des sujets, bah ouais, en ce moment, c'est, vas-y, c'est chaud, faut en parler. Je t'avoue, Didi, par exemple, ça me fatigue un peu maintenant. Ouais. Mais je sais que je dois continuer à faire cette série, parce que j'ai commencé, et que moi-même, à la fin, j'ai envie de pouvoir regarder toutes mes vidéos en disant, ok, quelqu'un qui connaît pas l'affaire Didi, il va regarder ma série de 6-7 vidéos, et il va avoir l'essence, il va savoir tout ce qui s'est passé. Mais tu vois, genre, justement, dans ta manière de le raconter, c'est ça que tu dis, tu vois, c'est genre ta manière de le raconter qui, toi, te fait kiffer, et qui va faire que tu vas te dire, ok, vas-y, aujourd'hui, il faut que je le fasse, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui, au final, s'enferment dans un truc, au bout d'un moment, ça les saoule. Ils se disent, je peux pas changer. Et du coup, qui en vrai arrêtent, qui font de moins en moins de vidéos. Et toi, justement, ce qui fait que j'ai l'impression que tu continues, c'est toujours que tu trouves des trucs qui te font kiffer. Non, totalement. Je fais évoluer le truc de cette manière-là. Et même là, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire évoluer mes contenus à ce niveau-là. Je sais que tu vois, par exemple, j'en parle souvent, mais les LSD, comme je les faisais à 27 ans, dans 2-3 ans, ça peut être possible. Tu vois, je pense qu'il faut faire évoluer le contenu, faire évoluer la manière de faire les contenus sur la chaîne YouTube, se staffer différemment pour qu'on puisse trouver des moyens de pouvoir déléguer cette partie-là. Moi, maintenant, ce qui commence à m'intéresser de plus en plus, tu vois, là, ce qui me fait kiffer le plus... Alors,
soit il y a un nouveau mouvement dans le rap US qui prend de l'ampleur et qui me fait kiffer au point que je me dise putain, j'ai envie de diguer, aller comprendre et produire quelque chose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est que des mouvements qui sont très niche ou quoi. Soit c'est l'histoire d'un artiste pas trop connu que je peux raconter, que moi j'entends dans la musique, que je peux raconter dans une vidéo, tu vois. Par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Maxo Crime. C'est un artiste qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Et son histoire à travers la musique, elle est super passionnante. Il a vécu des trucs super durs et en même temps, c'est une célébrité et tout. Et je me dis, je peux essayer de trouver un moyen aujourd'hui de raconter son histoire et de donner envie aux gens de cliquer sur... Parce que c'est ça aussi. C'est que c'est important de tenir compte de ça quand tu veux faire de ta passion un métier. C'est que c'est la réunion de beaucoup de choses. C'est la réunion de ton talent, de ce que tu sais faire, du sujet que tu veux traiter et est-ce que le public en face veut entendre ça? Est-ce qu'il y a une demande en face? Et en fait, c'est manœuvrer au mieux pour avoir... Ok, j'aime tout ça, mais dans tout ce que j'aime, il y a ces 3 trucs que le public aime vraiment. Donc, sur ces 3 trucs-là, je vais appliquer mon talent pour délivrer au public et comment aussi je peux faire pour le monétiser. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choix, en fait. En fait, moi, j'aime bien parce que du coup, j'ai l'impression que c'est plus, tu sais, genre plaire au public, ça devient plus limite même un challenge. De dire, ok, vas-y, j'aime bien. Tu sais, limite, ça devient plus un challenge. Parce que du coup, même moi, des fois, je le vois comme ça, tu vois, je me dis, ah, mais il faut que nanana, ça intéresse, du coup, il faut faire ça et tout. Et des fois, tu sais, ça peut être décourageant. Il y a des gens qui le voient comme un obstacle. Genre en mode, ah, mais du coup, le public, il est pas en accord avec moi. Alors que justement, il faut plus le voir en mode challenge, en mode, ok, vas-y, moi, je kiffe ça. Je sais que eux ils kiffent ça. Du coup, il faut réussir à trouver comment les amener et tout. Et, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le challenge, il faut le voir comme ça. Je sais que par exemple, moi, lorsque j'ai commencé mes vidéos, tu regarderas le rythme. Au départ, je faisais beaucoup de vidéos sur les rappeurs de ma génération, tu vois. Comment Drake marche sur les pas de Jay-Z. C'était des trucs très comme ça, tu vois. Et ensuite, je me suis aperçu que l'audience était plutôt intéressée par les artistes de la nouvelle génération qui n'avaient pas d'infos sur eux. XXXTentacion, Lil Uzi Vert, tous ces gens-là. Et je me suis dit, mais en fait, moi-même, je vais réexplorer ces artistes parce que je les écoutais, mais j'avais 26 ans, c'était plus les raps des gens de 18-19. Mais je me suis dit, je vais réécouter, je vais explorer et je vais y appliquer mon talent. Et comme ces artistes-là étaient réellement intéressants pour le coup, tu vois, et que je réalisais pas, mais j'étais en train de kiffer, mais vraiment. Ils apportaient quelque chose de complètement différent. En fait, ils créaient une cassure tellement forte avec la génération au-dessus qu'en fait, il y avait des choses à dire. Dans la musique, quand tu parles à l'époque de Lil Peep, la musique emo, la musique rock, la cadence avec laquelle il rappait, il chantait, enfin, tu sais, il chantait sur du rap et tout ça. Son influence pour son Young Thug, comment Young Thug a influencé sa carrière, enfin, toutes ces choses-là, tu te disais, mais putain, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Et c'est ça qui était kiffant, tu vois. Même si j'étais pas le gars qui écoutait vraiment tout le temps ces artistes-là, quoique il y en a certains que j'écoutais pas mal, X et tout ça, mais c'était passionnant de fou en fait, tu vois. Donc ouais, et du coup je me suis dit, au lieu de faire l'ancien et de leur parler de Jay-Z toutes les 10 vidéos, tu vois, Kanye West, blablabla, etc., je vais en parler, j'en ai parlé durant toutes les années, tout le monde sait que je suis passionné par ces artistes-là. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est d'explorer de nouveaux artistes de cette nouvelle génération. Il y avait une nouvelle ère, il y avait une nouvelle dynamique, tu vois. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, globalement, dans le rap, tu vois. En France, en France, quand même, encore, on a un peu de retard, donc on va se manger le truc dans 5 ans, peut-être, tu vois. Ou peut-être pas, tu vois, d'ailleurs. J'espère pas. Mais en tout cas, aux US, aujourd'hui, c'est très éparpillé, il n'y a pas beaucoup de renouvellement au niveau des artistes et ça m'inquiète un peu. Bah, en tout cas, franchement, honnêtement, l'interview était super intéressante. C'est vrai? Vraiment, premier degré, genre, j'ai trouvé ça... En fait, ton point de vue sur ta passion, sur comment tu as réussi à le gérer et tout, c'est vraiment inspirant et ça, genre... je sais pas, en fait, ça donne beaucoup de clés, je pense, pour si tu veux, même en général, tu vois, si tu veux travailler dans ta passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans leur passion, mais en fait, tu vois, quand on dit passion, on se dit que ça va être facile parce qu'on va trop aimer ce qu'on fait et tout. Et des fois, il y a des trucs dans ta passion, ça te saoule. Des fois, tu te dis, mais en fait, je travaille dans ça, c'est bon, ça me saoule et tout. Et je suis un peu en mode réussir à comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à là, tu vois, il faut pousser plus loin, et c'est ça, tu vois, toujours réussir à trouver des trucs qui nous font kiffer et tout. Et en vrai, j'espère que ce message, il pourrait être passé aux autres gens qui vont regarder cette vidéo et tout.
Et ouais, franchement, si j'ai un truc à retenir de cette interview, c'était ça. Et j'ai vraiment kiffé discuter avec toi. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Plus de temps que ce qui était prévu, mais en même temps, c'est pour Romane, c'est normal. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Yes. Ciao.